Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Facebook sème la zizanie à Beach. On y revient dans cette émission. Voici déjà un aperçu des autres sujets du jour. Un centre de dépistage tenu par des infirmières bénévoles est ouvert à Hinsmain. La salle communale est ouverte 3 jours par semaine et les professionnels réalisent des tests PCR, antigéniques et salivaires durant leur temps libre. Grâce à cet engagement, plus de 400 tests ont déjà été réalisés. Le métier d'opticien ne s'exerce pas uniquement en boutique. Certains professionnels font partie du réseau national Opticien Mobile. Ils sont itinérants et se déplacent à domicile, en EHPAD ou en entreprise. Le matériel de dépistage visuel est le même que celui utilisé en boutique, un service de proximité bienvenu pour nombre de personnes fragiles ou isolées. Comme le reste de la population française, les enfants sont confinés en ce moment. Mais depuis ce week-end, ils sont en vacances et ont le droit de fréquenter les aires de jeu extérieures. Ces petits plaisirs n'étaient pas autorisés au printemps 2020. Cette année, ils en profiteront même s'il faut rentrer avant le couvre-feu. Les stations d'épuration sont un maillon essentiel du cycle de traitement de l'eau. Celle de Villerwald, par exemple, permet de traiter les eaux usées de 12 000 habitants. Ce sont des structures qui font appel à des connaissances en mécanique, en électricité, mais aussi en biologie et en chimie. Un fonctionnement mal connu de tous, mais assez simple à comprendre. L'entreprise familiale Dodo a été créée en 1937. Elle est à la tête du marché européen de la couette et de l'oreiller. Son usine de production se trouve à Saint-Avold et emploie aujourd'hui 380 salariés. Son secret pour rester à la une est d'investir pour améliorer les techniques industrielles et les produits. Nous sommes en pleine période de vacances scolaires. Les 3 zones de France ont été regroupées pour permettre la fermeture simultanée des écoles. Et pas de centre aéré, sauf pour les enfants des parents prioritaires. Alors bonjour Morane, tu te trouves chez les Francas à Sarreguemines et là, il y a de l'activité. Bonjour Julia, bonjour à tous. Alors effectivement, comme tu l'as dit, beaucoup d'activités extrascolaires sont tombées à l'eau à cause du confinement. Malgré cela, les personnels des structures dites essentielles continuent de travailler. Et parmi ce personnel, il y a bien évidemment des parents. Alors comment faire pour occuper les enfants pendant la période de vacances? Il y a bien évidemment la solution de la garde d'enfants, mais parfois ce n'est pas possible. Alors ici, à Sarreguemines, un centre aéré a été maintenu. Il est animé par le périscolaire des Francas. Et vous le verrez dans le reportage avec David, on a rencontré l'équipe d'animation ce matin. Eh bien, merci Morane et puis merci donc à David pour les images. On regarde votre reportage, mais dans quelques minutes, on va d'abord s'intéresser à ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'était le beach de trop. Le réseau social Facebook a dépublié la page officielle de la commune de Beach, confondue avec l'insulte anglaise. On revient sur l'affaire. Ah, Beach, sa citadelle, son petit frère, le Fort Saint-Sébastien, son office de tourisme vantant les beautés du pays de Beach, son site internet, sa page Facebook. Ah non, attendez, ici, il faudra se contenter de la page mairie 57 230. Les algorithmes du site américain ont eu raison de la page de la ville. Pour eux, Beach, c'est avant tout une insulte désignant les péripatéticiennes et autres femmes aux mœurs légers. Si le nom amuse des personnes en chair et en os, comme les derniers influenceurs ou influenceuses venus ici... Aujourd'hui, je vous présente un beau coin de France avec un nom un peu spécial. Le pays de Beach. Oui, tu m'as très bien entendu, je suis au royaume des pas besoin de couper en fait parce que c'est avec un E à la fin, donc c'est pas comme voilà, yes. En tout cas, c'est sûr qu'il suffit d'une lettre pour changer le destin entier d'un endroit. Alors pour ceux qui ne viennent pas d'ici, ça part sur des gros délires comme la rue de Beach, le beach lavage. Donc après avoir rigolé sur le nom, il y a quand même pas mal de choses à voir ici. C'est cependant un scandale pour l'algorithme censeur, pour qui le nom de la ville est une violation des conditions applicables aux pages Facebook. Et il n'y a pas que la ville à faire face à ce problème. Il suffit de faire une recherche sur le site pour voir le nombre de pages locales utilisant le nom Beach. On y retrouve des commerces, des associations. Pour éviter tout blocage, Rohrbach les Beach a retiré la référence à la cité voisine. Les pages officielles du Golfe et celles de la Citadelle ont déjà été supprimées, mais après avoir fait appel, elles sont réapparues. Mais cela semble plus compliqué pour celles de la mairie. La procédure d'appel pourrait durer plusieurs mois. Il faut savoir que Beach n'est pas la seule commune à posséder un nom à faire sourire, mais possiblement problématique.
En janvier, la ville autrichienne de Fuking a même changé de nom pour devenir Fuging. Et c'est pour cette raison que le conseil municipal de ce soir sera diffusé non pas sur la page Facebook de la ville de Bitche, puisqu'elle n'existe plus, mais sur le site internet et la page Facebook de Mosaïque Cristal, puisque les conseils municipaux doivent rester accessibles au public malgré le couvre-feu. Alors il y a ceux qui sont bannis de Facebook et ceux qui ne veulent pas risquer de se faire bannir d'Allemagne. Les travailleurs frontaliers doivent faire un test Covid tous les 2 jours. Pour eux, mais aussi pour les citoyens qui veulent se rassurer, un collectif d'infirmières bénévoles a mis en place un centre de dépistage à Hinsmain. Les personnes qui le souhaitent peuvent venir se faire tester sans rendez-vous durant les 3 créneaux d'ouverture hebdomadaire. Plusieurs types de tests sont réalisés par ces professionnels de santé qui consacrent leur temps libre à la lutte contre la pandémie. Reportage de Guylain Schumacher. En cette fin d'après-midi, Patricia et Valérie vont enchaîner les tests Covid. Elles font toutes les 2 partie d'un collectif d'infirmières bénévoles qui tiennent ce centre de dépistage sur leur temps libre. C'est la première fois ? On ouvre bien grand. Voilà, ça y est, on y est. Nous sommes une 14aine dans le secteur à qui j'ai fait appel et qui ont répondu présentes d'une manière tout à fait spontanée. Nous avons une collègue, Julie, qui s'est dévouée à faire le planning. Chacune lui a donné ses disponibilités en fonction des temps de repos que nous avions par rapport à nos tournées. Et ça tourne très bien. Et s'il y a une absence inopinée de l'une ou l'autre d'entre nous, elle est instantanément remplacée. 3 jours par semaine, des tests PCR, antigéniques et salivaires sont réalisés au sein de cette salle communale. Pour Valérie, s'engager dans la lutte contre l'épidémie parut comme une évidence. De par mon métier, je pense qu'il fallait qu'on réponde présent pour pouvoir un maximum satisfaire la demande. Ce qui a vraiment fait qu'on a un élan de tests, c'est vraiment les tests frontaliers de toutes ces personnes qui travaillent en Allemagne, qui ont besoin d'un test toutes les 48 heures pour pouvoir passer la frontière. Chaque infirmière est présente sur place 2 fois par mois, durant 2 heures. Depuis novembre, ce centre a aussi permis de soulager leurs tournées respectives. Certes, en libéral, on peut aller au domicile des patients, mais l'inconvénient de ces tests, c'est qu'il faut rester chez le patient un quart d'heure. Et en fait, sur notre tournée qui est déjà chargée, rien que 4 tests antigéniques dans la journée vous rajoutent plus d'1 heure de travail supplémentaire. Grâce à l'engagement de ces professionnels de santé, plus de 400 tests ont déjà pu être réalisés. L'accès aux soins peut parfois être compliqué quand on vit en zone rurale par exemple, mais surtout quand on est une personne fragile, isolée ou âgée. Alors certains corps de métier ont choisi de se rapprocher de la population, comme Anaëlle Kleck, opticienne à domicile. Cette fois-ci, c'est à l'EHPAD de Roulin qu'elle a posé ses valises une matinée pour faire un bilan visuel auprès des résidents. L'occasion pour elle de nous expliquer que c'est une autre manière de travailler, un service de proximité. Reportage d'Uranie Tozic. Oui, très bien. Oui. Anaëlle vérifie la vue de ce résident au cœur de l'EHPAD de Roulin. Lecture proche, lointaine, le matériel de dépistage visuel utilisé est le même qu'en boutique. Mais notre spécialiste a fait le choix depuis 1 an d'exercer à domicile en intégrant le réseau national Opticien Mobile. Pour pouvoir donner un nouveau sens à mon métier, car auparavant je travaillais en magasin. J'ai découvert l'aspect du domicile et une approche beaucoup plus humaine du métier et ça m'a énormément plu. Elle se déplace chez des particuliers sur rendez-vous, en entreprise, mais aussi auprès des établissements de soins. Cette fois-ci, c'est dans un EHPAD. Travailler auprès des personnes fragiles et isolées, c'est là que son métier prend tout son sens. En boutique, on va avoir beaucoup plus de concurrence, beaucoup plus de commerce, de lois commerciales au sein du métier. Et là, on a vraiment un retour à la base du métier et en plus, on a ce côté humain et d'aide et on apporte un réel service. Ces personnes-là n'ont pas souvent recours aux soins, ou en tout cas, c'est compliqué. Elle vérifie les lunettes actuelles, en commande de nouvelles et parfois propose à ceux qui n'en portent pas d'en prendre une paire. Pour vous, ce serait quand même plus confortable. Après, j'en discuterai quand même avec vos enfants. Hein. On a des résidents qui ont peut-être déjà eu des lunettes, mais qui ne s'en rappellent plus. Des résidents qui aussi ont une vue qui ont pu se dégrader, mais finalement, vu que l'accès aux soins est beaucoup plus compliqué, nous, on leur apporte vraiment un réel suivi en santé visuelle. Certains résidents n'ont pas eu de bilan visuel depuis près de 10 ans.
Alors sa venue permet de faire le point. Anaëlle ne remplace pas un ophtalmologiste. Elle aide la personne à prendre rendez-vous et fait le lien avec la famille. Avant, d'accord. Et pour faire le lien avec les familles, cette fois des professionnels qui sont en première ligne et surtout pour s'occuper de leurs enfants. Les Francas animent à Sarreguemines un centre aéré pour toute la période des vacances scolaires, du 12 au 23 avril. C'est un périscolaire qui est réservé aux enfants des personnels de structures dites essentielles. Reportage de Morane Grandcola et David Orès. Depuis 7h30 ce matin, le périscolaire Les Francas de Sarreguemines accueille 32 enfants. Ces enfants, ce sont les enfants des personnes considérées comme parents prioritaires. Il est nécessaire de les accueillir parce que les parents doivent partir travailler. Ils sont là donc pour nous aider pour ce virus qui nous touche à tous. Donc il est normal qu'on les accueille et qu'on s'occupe d'eux. Et en plus, comme ils ne sont pas très nombreux, donc du coup, c'est même plus facile de les accueillir. Les enfants ont entre 3 et 12 ans et sont répartis dans 2 groupes. Les activités sont donc adaptées en fonction des tranches d'âge, dans le respect des gestes barrières. On essaye au mieux de ne pas interdire une activité. On réfléchit justement au protocole, comment est-ce qu'on pourrait faire pour adapter lavage de mains, désinfection du matériel avant, après, essayer au maximum que les enfants ne se prêtent pas les choses, le toucher au minimum et puis voilà, on essaye de faire au mieux. C'est difficile pour les enfants, pour les animateurs, mais on s'en sort pas mal. Actuellement, c'est la période de vacances scolaires et les enfants sont loin de s'ennuyer. On fait des jeux, on joue au baby-foot, et on va dehors et on joue et on va aller au parc. Parfois j'aime pas et parfois j'aime. Et aujourd'hui, c'est comment ? Super. Est-ce que tu sais pourquoi tu es au centre aéré aujourd'hui ? Oui, parce que ma maman fait son BAFA et elle va rester 2 semaines ici. Et dès qu'elle vient ici, nous aussi on vient et elle travaille aussi à la cantine. Au total, les Francas sont répartis en 3 sites dans la ville. Pour la période de vacances scolaires, seul le périscolaire Les Écureuils est autorisé à accueillir du public prioritaire. Et ce point d'accueil d'urgence au périscolaire Les Écureuils donc a été maintenu grâce à un accord avec la ville de Sarreguemines. Alors nous sommes maintenant en direct avec Pauline Fatt en charge de la coordination chez les Francas. Bonjour. Bonjour. Dites-nous, quel est cet accord avec la ville ? Alors, avec la ville, on travaille dans le cadre d'une DSP. C'est une délégation de service public, c'est-à-dire que la ville confie aux Francas l'accueil des enfants périscolaires, des enfants âgés de 3 à 12 ans. Avec en ce moment cette période de vacances mais confinée, une mission d'accueil d'urgence, en quoi elle consiste ? Alors l'accueil d'urgence, c'est offrir un accueil de 7h30 à 18h30 pour les parents et responsables des enfants âgés de 3 à 12 ans. Alors c'est les parents et responsables qui font partie des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Et quelle est très rapidement la différence par rapport à un centre aéré classique, on va dire ? Alors par rapport à un centre aéré classique, bien sûr, il y a un protocole sanitaire à respecter. Mais on accueille moins d'enfants que d'habitude, mais on essaye quand même de développer les pratiques éducatives des Francas. Donc on essaye de pousser les enfants à être autonomes, responsables et à découvrir plusieurs choses. Eh bien, on vous laisse à vos missions. Merci beaucoup d'avoir répondu en direct et bonne continuation. Nous, dans un instant, on jette un œil à l'actualité des cœurs éléphants et puis vous allez constater aussi l'impact de la météo sur les vergers. On regarde d'abord justement les prévisions météo pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, je vous avais dit hier
croire qu'aujourd'hui serait la plus belle journée de la semaine, eh bien il s'avère finalement que demain sera une belle journée aussi. Mais pourquoi y a-t-il toujours autant de changements dans les prévisions météo? Eh bien tout simplement parce que la météo dépend de plusieurs facteurs. Imaginez une boule de billard lors du premier coup. Le mouvement d'une boule va dépendre de celle frappée avant, puis celle d'avant, et ainsi de suite. Eh bien dans l'atmosphère, il y a des milliards de molécules qui agissent chacune individuellement. Et prévoir à l'avance exactement comment elles vont bouger est complètement impossible. C'est pour cela que plus la prévision météorologique est lointaine, moins elle est fiable, et plus elle est proche, plus elle est fiable. Je peux donc vous affirmer que demain les nuages et le soleil vont se disputer le ciel, mais les éclaircies vont parvenir à s'imposer. Malgré ça, les températures restent fraîches avec -1 à -2 degrés pour les minimales et 8 à 10 degrés pour les maximales. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Maxime et il fera jour de 6h41 à 20h22. Passez tous encore une très belle journée en notre compagnie et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Mettez le meilleur de l'Italie dans votre assiette avec l'Italia del Gusto. Charcuterie, fromage, olives, vin et plats cuisinés. Carrelage, porte, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. Prolux Design, 80 route de Nancy, à Sarreguemines. Des coups de froid qui font des ravages. C'est une catastrophe agricole dans le verger de Julien Granddieu à Grignoncourt, dans le sud-ouest vosgien. Les 3 jours de gel de la semaine dernière ont provoqué d'importants dégâts. Pas de poires cette année, presque pas de cerises et la moitié des pommiers ont été impactés. Reportage d'Aurélie Colombel et Nicolas Brédard. Ça fait mal au ventre quoi. Quand vous perdez tout en 1 ou 2 nuits, ça fait mal au ventre, quoi. Le constat est amer. Après 3 nuits à lutter contre le gel la semaine passée, Julien Granddieu, arboriculteur à Grignoncourt, près de Montureau-sur-Saône, ne cache pas son découragement. C'est du poirier, ça, donc, qui était en pleine fleur la semaine dernière. Et pour voir donc, si c'est gelé, on vient casser le fruit et on voit bien qu'il est noir à l'intérieur, quoi. Le pistil, tout est grillé, tout est gelé, quoi. Les températures sont descendues ici jusqu'à -5,2 degrés, des gelées qui depuis quelques années démarrent plus tôt dans la nuit, de minuit à 8h du matin, là où avant elles démarraient un peu avant l'aube. L'impact est donc plus important. Résultat, les fleurs et bourgeons des poiriers ont entièrement gelé, ceux des cerisiers à près de 80% et la moitié pour les pommiers. Ça nous fait déjà un peu mal au ventre de se lever 3 nuits avec des ouvriers, d'essayer de lutter contre la nature, mais bon, on a perdu, je dirais, une bataille. On nous annonce encore du gel 3-4 jours la semaine prochaine. Cet agriculteur s'est équipé il y a quelques saisons d'un Fog Dragon qui crache de la fumée réchauffant l'air ambiant. Il a également investi cette année 15 000 € dans 300 brûleurs installés dans les allées. On met un peu de paille au fond pour allumer et des briquettes de bois compressé qu'on met dedans. On allume. Ça monte tout doucement en température. On referme le couvercle pour la ventilation. Et après, logiquement, on arrive à gagner 2 ou 3 degrés dans les vergers. Outre la fatigue physique et morale de cette lutte contre le froid en pleine nuit, brûler des bottes de paille avec l'aide de 4 salariés à un coup, 5 000 à 6 000 € la soirée. Aujourd'hui, ça suffit plus, donc c'est vrai qu'il faut travailler vraiment sur des variétés qui peut-être qui fleurissent un peu plus tard. Mais tout ça, ça se fait pas en une année, je dirais il faut 10 ans pour ressortir des variétés. Et deuxième point, on va essayer de s'équiper davantage sur des systèmes de gel, partir sur des tours à vent, c'est des petites éoliennes avec des brûleurs à gaz en dessous. Ça c'est des très gros investissements, il va falloir en mettre 4 ou 5 sur l'exploitation, ça vaut en moyenne 40 000 €. Point positif pour cet exploitant bio, les efforts ont été payants du côté des fraisiers qui sont dorénavant protégés sous cette serre. On a investi cette année dans un nouveau système de tunnel, de la bâche plastique, donc qui nous permet déjà de nous protéger de la pluie, du gel. Mais ça suffit pas parce qu'un tunnel comme ça va nous préserver -2, -3. Donc là encore, avec les températures qu'on a eues, on est obligé de remettre un voile d'hivernage. Mais où on est satisfait, c'est que c'est payant et aujourd'hui on n'a pas de dégâts. La quantité et la qualité des fraises devraient être au rendez-vous. Au vu des investissements, Julien Granddieu sera obligé d'ajuster le tarif pour financièrement s'en sortir. À court terme, la semaine sur l'exploitation s'annonce encore compliquée avec des gelées attendues de mardi à samedi. Les arboriculteurs ne sont pas prêts de dormir sur leurs 2 oreilles, mais parlons quand même maintenant du pro du dodo. Le fabricant mosellan de couettes et d'oreillers dodo s'est hissé à la première place du marché européen, tout en conservant sa production à Saint-Avold. L'entreprise familiale, créée en 1937, puis transmise de père en fils, est passée de 17 à 370 salariés. Quelle est la recette du succès de ce fleuron du Made in Moselle? Élément de réponse dans ce reportage d'Oriane Vallot.
Sur cette ligne de production, c'est la Rolls des couettes qui est fabriquée chaque jour, garnie de plumes et duvets d'oie ou de canard issus d'élevage en grande majorité français. Un produit haut de gamme qui fait la réputation de la marque spécialisée dans le linge de lit depuis 80 ans. Chaque jour, 25 000 couettes et 30 000 oreillers sortent de cette usine, utilisant 130 000 mètres de fibres textiles. C'est l'équivalent de la distance Metz-Strasbourg en tissu. C'est un travail qui demande beaucoup de savoir-faire. Il est nécessaire de sélectionner les plus beaux garnissages pour commencer. Et ensuite, il faut les remplir de façon très systématique. Nous avons ici des machines ultra modernes qui permettent d'avoir des garnissages qui sont parfaitement répartis avec la pesée de chaque carreau avant d'être inséré dans le garnissage. Car l'entreprise Dodo, c'est un savant mélange entre un procédé industriel très performant et le savoir-faire unique des 380 salariés ultra qualifiés. Rien ne peut remplacer l'expertise de l'œil humain. Ici, toutes les finitions des couettes sont réalisées par des couturières expérimentées. Le chiffre d'affaires de Dodo a voisiné 70 millions d'euros, une vitalité économique qui contraste en cette période avec le tissu économique local, davantage en souffrance. Son secret ? Investir pour améliorer les techniques industrielles mais aussi les produits, lui permettant de garder le leadership à l'international. Mais l'entreprise presque centenaire reste très discrète quant à ses innovations développées en interne, craignant l'espionnage industriel. Sur cette ligne de production, voici l'un des best-sellers de la marque, un garnissage en fibres synthétiques. Moins cher que le naturel, mais tout aussi performant. Et ce qui fait sa force, c'est son origine. Il s'agit de fibres textiles recyclées. Elle est issue du recyclage des bouteilles d'eau. Donc on va utiliser de la bouteille d'eau, celle que vous mettez dans vos bacs, qui va être transformée via un circuit. Elle va d'abord être lavée puis transformée en fibre de garnissage. Et on est sur la fibre de garnissage très haut de gamme, car ces petites fibres qui ont à peu près le diamètre d'un cheveu sont creuses et elles sont très douces justement pour que la couette vous apporte un maximum d'isolation thermique et de confort. Nous avons toujours beaucoup travaillé pour améliorer les résultats obtenus grâce à ces fibres. Les toutes premières étaient très basiques. Aujourd'hui, on est sur des fibres très haut de gamme qui permettent d'aller jusqu'à faire des fibres pour des surconforts de matelas, c'est-à-dire des fibres sur lesquelles on va se coucher et qui doivent donc supporter le poids d'un corps. Des produits qualitatifs made in France à l'impact environnemental réduit, une démarche qui permet à Dodo d'afficher, selon l'IFOP, un taux de popularité exceptionnel de 80%. Elles ne sont pas populaires et ce sont des endroits reculés mais indispensables pour notre vie quotidienne. Les stations d'épuration sont un maillon important de la fin de cycle de traitement de l'eau. Parmi celles présentes sur le territoire de la Casque, il y a la station de Villerwald. Elle nous a ouvert ses portes pour en apprendre un peu plus sur son fonctionnement. Thibaut Desmerlet vous donne une petite explication étape par étape. C'est une structure qui fait partie intégrante du paysage. La station d'épuration de Villerwald traite les eaux usées de près de 12 000 habitants. Mais comment fonctionne-t-elle ? Je vous propose de suivre les cours d'eau. Dès l'arrivée, les eaux usées subissent un premier traitement. Durant cette phase, les éléments indésirables sont enlevés. Graisse, sable et déchets sont éjectés du circuit. Les déchets parce que c'est trop gros. Les sables parce que c'est abrasif et que c'est néfaste aux pompes et autres matériels tournants. Et les graisses tout simplement parce que c'est trop difficile à digérer par les bactéries qu'on va utiliser dans la biologie plus tard. Et justement, cela se passe au cœur du dispositif. L'énorme bassin que vous voyez de l'extérieur est appelé bassin d'aération. Il y a une bonne raison. Les bactéries qui ont besoin d'oxygène vont se nourrir de la pollution et aider à dépolluer l'eau. Une population assez sensible. Et on a une flore qui doit être sans cesse alimentée en oxygène, en nutriments. Et le fait de rejeter ne serait-ce que du fioul ou un solvant dans les toilettes, enfin le solvant dans les toilettes et le fioul dans les réseaux de façon accidentelle peut nous causer de graves dommages sur nos stations d'épuration. Au centre du bassin se trouve le clarificateur qui va séparer l'eau claire des boues formées par les bactéries. L'eau rejoint la rivière, les boues, quant à elles, doivent encore subir quelques traitements. Cela se passe dans un autre bâtiment. L'objectif est de sortir le liquide de ces boues pour les rendre solides. Elles passent tout d'abord dans une table d'égouttage pour ensuite être pressées dans le filtre-presse. On y incorpore également de la chaux. Alors cette chaux, non seulement elle va aussi contribuer à la réduction d'eau dans les boues, mais elle va aussi hygiéniser ces boues.
Les boues solides tombent dans un hangar et sont répartis dans des stocks pour les utiliser plus tard dans l'agriculture. Sur toutes nos stations d'épuration de la communauté d'agglo, nous faisons de l'épandage agricole, c'est-à-dire que les boues produites sur nos stations sont épandues dans les champs d'agriculteurs avec qui on a une convention. Suivant les cultures et suivant les analyses de sol et de boue qui sont faites, ces boues sont autorisées en agriculture. La station arrive ainsi à reproduire un cycle naturel d'épuration d'une rivière dans un espace restreint. Les eaux sont analysées à plusieurs points de la structure. Elles disposent d'un rôle d'autant plus important d'un point de vue hygiénique en cette période de crise sanitaire. On termine cette émission en musique, ça nous manque de ne pas avoir droit à des concerts. Les chœurs éléphants ne se laissent pas abattre pour autant, l'enthousiasme et la qualité d'adaptation des membres de cette association ne sont plus à démontrer. Cette année, ils redoutent de ne pas pouvoir organiser une nuit des couleurs. Il n'empêche, ils auront quand même réalisé une action d'importance, l'enregistrement d'un CD avec de nombreux musiciens du secteur. Reportage de Guillaume Dumonteil. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Clara vient d'interpréter La vie en rose, une chanson immortelle d'Edith Piaf, réactualisée par Lady Gaga à l'occasion de la sortie du film A Star is Born. Cette performance n'a pas été réalisée dans n'importe quelles conditions. Profitant d'une dernière journée de liberté avant l'entrée en vigueur du 3e confinement, de nombreux artistes locaux se sont rendus chez Nono, à Bidin, dans le studio d'enregistrement Crazy Sound. Ils ont bénéficié sur place de la qualité technique des installations et de l'expertise du maître du lieu. On est dans un studio avec des conditions optimales pour enregistrer, pour avoir, je pense, un bon son, finir avec un bon produit, et pour une bonne cause qui est la cause de l'association des chœurs éléphants. Et ils font des choses qui sont vraiment super et c'est vrai que ça nous tient particulièrement à cœur de participer à cet album. Behind Blue Eyes, La vie en rose, il y aurait une thématique de suivi dans cet album, que cela ne nous étonnerait pas. On a demandé à chaque groupe, chaque artiste, de trouver une chanson dans le répertoire français ou international autour de la couleur. Et donc on y retrouve différentes couleurs, La vie en rose, La maison bleue, enfin, je ne vais pas tout vous révéler, mais c'est vrai qu'on a un beau répertoire, on a 17 à 18 titres. La couleur est une thématique qui intéresse particulièrement l'association Les Chœurs Éléphants. Nous sommes nombreux à nous rappeler de l'édition de la Nuit des couleurs l'an passé, qui avait quand même eu lieu malgré les restrictions sanitaires. Cette année, le renouvellement de l'opération semble compromis, mais on ne sait jamais. L'aboutissement, ce qui serait vraiment super par la suite, c'est finalement de produire cet album lors d'un spectacle ou d'un concert. Donc pour la Nuit des couleurs, ça paraît un peu utopique, mais plus tard dans l'année, on espère réunir tout ce petit monde en fait, autour d'un spectacle. Voilà, d'un concert. La Nuit des couleurs est prévue pour se dérouler le 12 juin. Une date qui correspondra, cela on en est sûr, à la sortie de l'album Couleur éléphant. Un CD caritatif qui sera vendu au profit de l'école associative Ecréadis, où sont scolarisés des enfants qui ont du mal à suivre une scolarité classique en milieu ordinaire. Depuis 3 ans, l'association Chœurs éléphants verse 4 000 € chaque année à Ecréadis. Et les chœurs éléphants n'ont pas été bannis de Facebook. Vous pouvez continuer à les suivre sur les réseaux sociaux, tout comme Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous. À demain dès midi en direct.